L'aurore, la bataille de l'étoile artificielle. Prologue, les cendres du premier contact. L'année 2187 marqua la fin de l'innocence humaine. Ce fut l'année où l'humanité découvrit qu'elle n'était pas seule dans l'univers, et que ses voisins cosmiques ne venaient pas en paix. Ils s'appelaient eux-mêmes les Xareni, bien que ce nom ne fût qu'une approximation phonétique de leur véritable désignation, un amalgame de fréquences sonores et d'impulsions bioélectriques impossibles à reproduire par des gorges humaines. Ils étaient apparus sans avertissement, une flotte de vaisseaux titanesques surgissant des confins du système solaire comme des prédateurs émergents de la brume. Les Xareni n'étaient pas vraiment vivants, pas au sens où l'humanité comprenait la vie. Ils étaient la fusion cauchemardesque du biologique et du mécanique, des colosses de chair métallique et de circuits organiques, mesurant entre 15 et 30 mètres de hauteur. Leur apparence variait selon leur fonction, mais tous partageaient cette caractéristique terrifiante, des corps impossibles qui défiaient les lois de la biologie, recouverts d'une armure vivante qui se régénérait sous les yeux horrifiés des soldats humains. Ils n'avaient envoyé aucun message, aucune déclaration de guerre. Ils étaient simplement venus purifier. La Terre n'était pas préparée. Comment aurait-elle pu l'être? Les premières colonies martiennes avaient à peine 20 ans d'existence. Les avant-postes sur Europe et Titan comptaient leurs habitants par centaines. L'humanité était encore un enfant faisant ses premiers pas dans le berceau du système solaire. Le génocide fut systématique et brutal. Les Xareni ne cherchaient pas à conquérir ou à asservir. Ils exterminaient. Chaque station spatiale, chaque colonie, chaque habitat orbital fut méthodiquement détruit. Leurs vaisseaux ruches crachaient des essaims de drones biomécaniques qui s'abattaient sur les populations comme des nuées de sauterelles apocalyptiques. Mars tomba en 3 jours. Les dômes-cités furent éventrés, leurs atmosphères artificielles aspirées dans le vide. 2 millions d'âmes périrent avant même d'avoir compris ce qui leur arrivait. Europe résista une semaine. Les colons, réfugiés dans les tunnels sous-glaciaires, tentèrent de se cacher dans les océans profonds sous la croûte de glace. Les Xareni percèrent simplement la banquise avec des faisceaux thermiques qui firent bouillir des kilomètres cubes d'eau en quelques heures. Titan ne fut qu'un souvenir en 48 heures. Puis ils vinrent pour la Terre. La bataille de l'orbite terrestre dura 6 semaines. Ce fut le plus long combat de l'histoire de l'humanité, et son plus sanglant. La flotte unifiée terrestre, formée dans l'urgence à partir des forces spatiales disparates des nations de la Terre, se jeta contre l'envahisseur avec tout ce qu'elle possédait. Ce n'était pas assez. Les vaisseaux de guerre humains, pourtant considérés comme des merveilles technologiques quelques mois auparavant, étaient des jouets d'enfants face aux cuirassés Xareni. Leurs coques biomécaniques absorbaient les frappes cinétiques et les lasers comme des éponges. Leurs canons à plasma pouvaient fendre un destroyer humain en deux en une seule salve. Mais l'humanité avait appris une chose durant son histoire sanglante, quand tout le reste échoue, la détermination pure peut accomplir des miracles. L'amiral Yuki Tanaka fut la première à comprendre la faiblesse des Xareni. Leurs vaisseaux n'étaient pas de simples machines de guerre, c'étaient des organismes vivants. Et les organismes vivants avaient des points vitaux. Elle sacrifia sa flotte entière, 23 vaisseaux et plus de 15 000 âmes, dans une charge kamikaze qui visa non pas les coques des cuirassés ennemis, mais leur cœur biomécanique, des structures pulsantes visibles à travers des sections semi-transparentes de leur armure vivante. La stratégie fonctionna. 3 des plus grands vaisseaux russes Xareni furent détruits, et pour la première fois depuis le début de l'invasion, l'ennemi hésita. Ce fut l'ouverture dont l'humanité avait besoin. Le projet Prométhée fut lancé dans les derniers jours de la bataille. Dans des silos souterrains éparpillés sur tous les continents, l'humanité rassembla son arsenal nucléaire complet. Pas les quelques centaines de têtes tactiques gardées pour la dissuasion. Tout. Chaque ogive thermonucléaire, chaque bombe à hydrogène, chaque dispositif de fusion jamais construit, recyclé ou volé depuis l'aube de l'âge atomique. 27 000 têtes nucléaires furent chargées sur des missiles adaptés pour le combat spatial et tirés simultanément sur la flotte Xareni. L'explosion fut visible depuis Mars. Quand la lumière s'estompa et que les compteurs Geiger cessèrent enfin de hurler, 2/3 de la flotte d'invasion n'étaient plus que débris irradiés dérivant dans le vide. Le reste battit en retraite, disparaissant dans l'hyperespace en laissant derrière eux un système solaire dévasté. L'humanité avait survécu. Mais à quel prix? 4 milliards d'êtres humains avaient péri. Toutes les colonies hors Terre étaient détruites. L'orbite terrestre était un cimetière encombré de épaves et de cadavres gelés. Des continents entiers portaient les cicatrices des bombardements orbitaux. La moitié de l'Europe n'était plus qu'un cratère radioactif.
L'Asie du Sud-Est avait été submergée quand un vaisseau russe s'était écrasé dans l'océan Pacifique, déclenchant des tsunamis qui avaient englouti des nations entières. Mais l'humanité avait survécu. Et l'humanité n'oubliait jamais. Chapitre 1, 150 ans de préparation. L'année 2337. Un siècle et demi après le premier contact. Les jeunes générations appelaient cela la Première Guerre, comme si elle appartenait déjà à l'histoire ancienne. Les avancées médicales avaient prolongé la vie humaine jusqu'à 2 siècles, mais même les plus vieux survivants de 2187 commençaient à s'éteindre, emportant avec eux leurs souvenirs directs de ces 6 semaines d'enfer. Corben Holt avait 53 ans, né près d'un siècle après la guerre. Mais son arrière-grand-père avait combattu à bord du Yamato, l'un des rares vaisseaux à avoir survécu à la charge finale de l'amiral Tanaka. Son arrière-grand-mère avait péri dans les tunnels de Mars. Ses grands-parents avaient passé leur vie à reconstruire, pierre par pierre, les fondations d'un monde brisé. Et ses parents lui avaient transmis ce devoir sacré, ne jamais oublier, ne jamais baisser la garde. Et Corben? Corben avait juré que jamais plus l'humanité ne serait prise au dépourvu. Il se tenait maintenant sur le pont de commandement de l'Indomptable, vaisseau amiral de la nouvelle flotte unifiée, et contemplait par la baie d'observation le fruit de 150 ans de préparation obsessionnelle. C'était magnifique et terrifiant à la fois. Des centaines de vaisseaux de guerre flottaient dans l'espace autour de la station orbitale Bastion Prime, la plus grande construction jamais érigée par l'humanité. La station elle-même était un anneau titanesque en orbite autour de la Lune, assez vaste pour que sa rotation génère une gravité artificielle équivalente à celle de la Terre. 50 millions de personnes y vivaient et travaillaient, la moitié dédiée à l'effort de guerre qui n'avait jamais cessé depuis le premier contact. Mais c'étaient les vaisseaux qui coupaient le souffle. Ils ne ressemblaient en rien aux bâtiments désespérés et improvisés de la Première Guerre. C'étaient des cathédrales de métal et d'énergie, des léviathans élégants dont les coques réfléchissaient la lumière des étoiles comme des miroirs liquides. Chacun mesurait entre 2 et 5 km de long, des épées de guerre forgées dans le secret le plus absolu dans les chantiers navals cachés au-delà de Neptune. Le secret. C'était le mot-clé de tout ce que l'humanité avait accompli depuis la victoire de Prométhée. Car l'humanité avait appris une leçon cruciale durant la Première Guerre, les Xareni disposaient de senseurs capables de détecter les émissions énergétiques à des années-lumière de distance. Ils avaient trouvé la Terre parce que l'humanité avait été bruyante, diffusant ses signaux radio dans le cosmos avec l'insouciance d'un enfant. Plus jamais. Le programme Silence avait été instauré 3 jours après la fin de la guerre. Toutes les transmissions radio non essentielles furent interdites. Les communications spatiales passèrent par des faisceaux laser directionnels impossibles à intercepter. Les colonies furent reconstruites dans les recoins les plus reculés du système solaire, cachées dans des astéroïdes creux ou sous les océans glacés des lunes extérieures. Et surtout, l'humanité s'était préparée pour leur retour. Parce qu'ils reviendraient. Tout le monde le savait. Les Xareni ne laissaient jamais un travail inachevé. Amiral Holt? La voix tira Corben de ses pensées. Il se retourna pour voir la commandante Chen Meilin, sa seconde, qui s'approchait avec cette démarche militaire impeccable qu'elle n'avait jamais perdue malgré 15 ans de service côte à côte. Les derniers rapports des avant-postes périphériques viennent d'arriver, dit-elle, son visage impassible ne trahissant aucune émotion. Mais Corben la connaissait assez bien pour voir la tension dans ses épaules. Les signatures gravitationnelles sont confirmées. Ils sont là. Le cœur de Corben manqua un battement. Après 150 ans d'attente, c'était presque un soulagement. Combien? Demanda-t-il calmement. Plus que prévu. Chen lui tendit une tablette holographique. Une carte du système solaire se matérialisa dans l'air, constellée de points rouges qui apparaissaient comme une peste se propageant aux frontières de l'héliosphère. Les estimations préliminaires parlent de 3000 vaisseaux russes de classe Titan. 50 000 navires de support. Et quelque chose de nouveau. Elle agrandit une section de la carte. Au centre de la formation ennemie, un seul point rouge brillait d'une intensité presque aveuglante. Une signature énergétique équivalente à celle d'une étoile de type G, murmura Chen. Ils ont amené quelque chose de massif. Quelque chose que nous n'avons jamais vu. Corben étudia les données, son esprit de stratège militaire analysant déjà les implications. La Première Guerre avait vu une flotte de 200 vaisseaux russes. Cette fois, les Xareni n'avaient pas l'intention de prendre des risques. Ils avaient amené de quoi effacer complètement l'humanité de l'univers. Combien de temps avant qu'ils atteignent l'orbite de Neptune? Demanda-t-il.
4 jours. Peut-être 5 s'ils maintiennent cette vitesse d'approche. Corben hocha la tête lentement. 4 jours. 4 jours avant que ne commence la Seconde Guerre. La vraie guerre. Celle qui déciderait si l'humanité méritait sa place parmi les étoiles ou si elle n'était qu'une erreur cosmique à corriger. Convoquez le conseil de guerre, ordonna-t-il. Il est temps de leur montrer ce que nous avons préparé. Il est temps de lancer l'aurore. Chapitre 2 – Les armes de l'humanité. La salle du conseil de guerre de Bastion Prime n'avait rien de grandiose. C'était une pièce austère, fonctionnelle, enterrée dans les profondeurs de la station où même une frappe orbitale directe ne pourrait l'atteindre. Autour de la table oblongue en alliage de titane se tenaient les 20 personnes les plus importantes de la civilisation humaine. Corben Holt les connaissait tous. Certains étaient des amis. D'autres, des rivaux. Mais tous partageaient la même détermination implacable. « Messieurs, mesdames » commença-t-il sans préambule. Les Xareni sont de retour. Et cette fois, ils ont l'intention d'en finir. Un hologramme géant se matérialisa au centre de la table, montrant la flotte ennemie dans toute son ampleur cauchemardesque. Des murmures parcoururent l'assemblée. 3000 vaisseaux russes, continua Corben. Plus que ce que nous n'avons jamais imaginé affronter. Si nous les combattons de manière conventionnelle, même avec nos nouvelles technologies, nous tiendrons peut-être quelques semaines. Un mois si nous avons de la chance. Alors nous n'avons aucune chance, dit l'amiral Rostov, un vétéran aux cheveux gris. Nous devrions évacuer pendant qu'il en est encore temps. Envoyer des vaisseaux graines vers d'autres systèmes stellaires. Préserver l'espèce. Non. La voix venait du docteur Amara Okafor, directrice du projet Quantum et plus brillant esprit scientifique de l'humanité. Nous avons passé 150 ans à nous préparer pour exactement ce moment. Nous n'allons pas fuir maintenant. Elle se leva, et l'hologramme changea pour montrer des schémas techniques complexes. Permettez-moi de vous rappeler ce que nous avons accompli, dit-elle avec une fierté féroce. Le réacteur quantique de type Kepler. La manipulation directe des fluctuations du vide quantique pour générer une énergie pratiquement illimitée. Chacun de nos vaisseaux de guerre dispose d'une puissance équivalente à celle du Soleil. L'hologramme montra la coupe transversale d'un cuirassé de classe Sovereign. Au cœur du vaisseau brillait une sphère d'énergie pure, contenue dans des champs magnétiques d'une complexité vertigineuse. Les canons à antimatière, continua Okafor. Capables de projeter des paquets d'antiprotons à 99% de la vitesse de la lumière. Une seule salve peut vaporiser un vaisseau russe Xareni. Et les boucliers, intervint le général Park, commandant des forces de défense orbitale. Les champs de distorsion spatiale. Ils ne bloquent pas simplement les attaques ennemies, ils les font littéralement glisser autour du vaisseau en courbant l'espace-temps. Nos tests ont montré qu'ils peuvent résister à un bombardement soutenu pendant des heures. Tout cela est impressionnant, admit Rostov. Mais 3000 contre 400 ? Les mathématiques ne sont pas de notre côté. Les mathématiques conventionnelles, peut-être, dit Corben avec un sourire froid. Mais nous n'avons pas l'intention de mener une bataille conventionnelle. Docteur Okafor, expliquez-leur l'aurore. Le silence se fit dans la salle. L'aurore. Le projet dont seule une poignée de personnes connaissait l'existence. Le plan désespéré qui n'avait été discuté qu'en murmures et derrière des portes scellées. Okafor prit une profonde inspiration. L'aurore est un système de propulsion hyperspatiale synchronisé, dit-elle. En termes simples, c'est la capacité de faire sauter simultanément toute une flotte dans l'hyperespace et de la faire émerger exactement au même endroit, au même moment, avec une précision de quelques mètres. Nous maîtrisons déjà le voyage hyperspatial, objecta l'amiral Zhang. Qu'est-ce qui rend l'aurore différente ? La destination, répondit Corben. Nous ne nous contenterons pas de sauter vers les Xareni. Nous allons sauter au cœur même de leur territoire. D'après nos analyses de la Première Guerre, leur flotte est coordonnée par un vaisseau mère central. Cette chose nouvelle qu'ils ont amenée, cette signature énergétique massive. Nous pensons que c'est elle. L'hologramme changea, montrant l'énorme point lumineux au centre de la formation Xareni. Nos senseurs ont réussi à percer partiellement leur contre-mesure, expliqua Shen. Ce n'est pas un vaisseau. C'est une structure. Une étoile artificielle. Le silence dans la salle devint presque palpable. Une étoile ? Répéta Rostov, incrédule. Une étoile, confirma Okafor.
Un réacteur à fusion stellaire artificielle de la taille de Jupiter. Nous pensons que c'est le cœur même de la civilisation Xareni, leur forge, leur centrale énergétique, et probablement leur centre de commandement. Ils ne se contentent plus d'envoyer des flottes de purification. Ils ont amené leur monde natal pour nous exterminer. Et vous voulez que nous sautions directement à l'intérieur, dit Zan lentement, comprenant l'ampleur de la folie du plan. Non, corrigea Corben. Nous allons sauter dans sa couronne. La zone de plasma qui entoure toute étoile. Un enfer de radiation et de température atteignant des millions de degrés. Un endroit où nos boucliers peuvent tenir pendant quelques heures, mais où aucun système de senseur Xareni ne pourra nous détecter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est de la démence, murmura quelqu'un. C'est notre seule chance, répliqua Corben fermement. Nous laissons une force de défense minimale ici pour faire croire aux Xareni que nous allons les affronter de manière conventionnelle. Pendant ce temps, notre flotte principale saute directement dans leur arrière-cour et frappe au cœur. Nous détruisons leur étoile artificielle, nous décapitons leur commandement, et avec de la chance, nous provoquons une réaction en chaîne qui annihile leur flotte entière. Et s'ils nous détectent avant que nous puissions frapper? Demanda Park. Alors nous mourrons, dit Corben simplement. Mais nous mourrons en emportant autant d'entre eux que possible avec nous. Et peut-être, juste peut-être, nous affaiblirons suffisamment leur flotte pour que les forces restées en arrière aient une chance. Le silence qui suivit était lourd de l'immensité de la décision à prendre. Finalement, Okafor parla, je vote pour l'Aurore. Approuvé, dit Shen immédiatement. Un par un, les autres membres du conseil levèrent la main. Même Rostov, malgré ses réserves, finit par acquiescer. Très bien, dit Corben, sentant le poids de l'histoire sur ses épaules. Nous avons 4 jours pour finaliser les préparatifs. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce qui nous attend. C'est un aller simple. Beaucoup d'entre nous ne reviendront pas. Mais nous allons montrer à ces monstres biomécaniques que l'humanité ne se soumet pas. Que nous ne demandons pas de pitié. Et que si nous devons mourir, nous mourrons debout, les armes à la main. Il se leva, et tous les officiers présents se mirent au garde à vous. Pour l'humanité, dit-il. Pour l'humanité, répétèrent-ils en écho, et ces mots résonnèrent comme un serment de sang. Chapitre 3, le calme avant la tempête. Les 3 jours suivants furent un tourbillon d'activité frénétique. Bastion Prime bourdonnait comme une ruche géante alors que des millions de personnes travaillaient jour et nuit pour préparer la flotte. Corben dormait peu, passant la plupart de son temps sur le pont de l'Indomptable, coordonnant les derniers préparatifs. Il regardait les équipes de maintenance ramper sur les coques des vaisseaux comme des fourmis, vérifiant chaque système, chaque joint, chaque ligne de code. Rien ne pouvait être laissé au hasard. Le 3e jour, il reçut une visite inattendue. « Puis-je entrer, amiral ?» La voix était jeune, hésitante. Corben se retourna et reconnut le lieutenant Sarah Kozlov, l'une de ses officiers de navigation. Elle ne devait pas avoir plus de 25 ans, née bien après la Première Guerre. « Bien sûr, lieutenant. Que puis-je faire pour vous ?» Elle entra, visiblement nerveuse. « Je voulais vous demander quelque chose, amiral. Une question personnelle, si vous me le permettez. » Corben fit un geste l'invitant à continuer. « Pourquoi faisons-nous cela ?» demanda-t-elle soudainement. « Pourquoi ne pas simplement fuir ? Nous avons des vaisseaux graines prêts. Nous pourrions disperser l'humanité à travers la galaxie. Même si les Xareni détruisent la Terre, l'espèce survivrait. » C'était une question qu'on lui avait posée une douzaine de fois ces derniers jours. Mais venant de cette jeune femme qui n'avait jamais connu la guerre, elle prenait un poids différent. « Vous avez déjà entendu parler de la ligne Tanaka, lieutenant ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. C'était le dernier message de l'amiral Tanaka avant sa charge finale. Elle a dit, il existe une ligne qu'une espèce civilisée ne peut franchir sans perdre son âme. Cette ligne, c'est le moment où nous choisissons de fuir plutôt que de nous battre pour notre droit d'exister. Corben s'approcha de la baie d'observation, contemplant la flotte assemblée. Les Xareni pensent qu'ils ont le droit de décider qui mérite de vivre et qui doit mourir. Ils se sont autoproclamés juges de la galaxie. Si nous fuyons maintenant, nous acceptons leur verdict. Nous admettons que nous sommes inférieurs, que nous ne méritons pas notre place sous les étoiles. Il se tourna vers elle, et elle vit dans ses yeux une détermination qui la fit frissonner.
Je préfère mourir en affirmant notre droit d'exister qu'en le niant par notre fuite. Parce que si nous fuyons aujourd'hui, nous fuirons toujours. Et une humanité qui ne se bat pas pour elle-même ne mérite peut-être pas de survivre. Sarah resta silencieuse un long moment. C'est une perspective terrifiante, amiral, dit-elle finalement. Oui, acquiesça Corben. Mais c'est aussi libérateur. Parce que cela signifie que nous n'avons plus rien à perdre. Et une personne qui n'a plus rien à perdre peut accomplir l'impossible. Elle salua et quitta la pièce, laissant Corben seul avec ses pensées. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, il dormit profondément. Chapitre 4, l'aurore se lève. Le 4e jour arriva trop vite. Les Xarénies avaient franchi l'orbite de Neptune et accéléraient maintenant vers le système solaire intérieur. Leurs intentions étaient claires, ils commenceraient par les colonies extérieures, exactement comme lors de la Première Guerre, puis convergeraient vers la Terre pour le coup de grâce final. Mais cette fois, l'humanité ne les attendrait pas. Tous les vaisseaux signalent qu'ils sont prêts pour le saut Aurore, annonça Shen depuis sa station. Synchronisation quantique à 99,9%. C'est aussi bon que possible, amiral. Corben hocha la tête. Autour de l'indomptable, 397 vaisseaux de guerre se tenaient en formation parfaite, une sphère titanesque d'acier et de puissance destructrice. C'était presque toute la flotte de l'humanité. Seuls 50 vaisseaux étaient restés en arrière pour défendre le système solaire et, plus important, pour faire croire aux Xarénies que c'était tout ce que l'humanité possédait. Docteur Okafor, dit Corben dans son communicateur. Statut du système Aurore ? Générateur de champ hyperspatial en ligne, répondit la voix de la scientifique depuis les profondeurs du vaisseau. Encre quantique synchronisée. Coordonnées verrouillées sur la cible. Amiral, je dois vous avertir une dernière fois, ce que nous allons tenter n'a jamais été testé à cette échelle. Les simulations donnent 89% de chances de succès, mais 89%, c'est largement suffisant, l'interrompit Corben. Préparez-vous à activer sur mon ordre. Il se tourna vers son équipage. Des dizaines de visages le regardaient, tendus mais déterminés. Ces hommes et ces femmes savaient qu'ils allaient peut-être mourir dans les prochaines heures. Mais ils étaient là quand même. Mesdames et messieurs, dit-il d'une voix forte qui résonna dans tout le pont. Il y a 150 ans, nos ancêtres ont affronté les Xarénies avec des armes primitives et une détermination inébranlable. Ils nous ont acheté le temps dont nous avions besoin. Le temps de nous préparer. Le temps de devenir plus forts. Il marqua une pause, laissant ces mots résonner. Aujourd'hui, nous honorons leur sacrifice. Aujourd'hui, nous montrons à la galaxie que l'humanité n'est pas une espèce à exterminer comme des insectes. Nous sommes des guerriers. Nous sommes des survivants. Et nous allons prouver que nous méritons notre place parmi les étoiles. Un rugissement d'approbation parcourut le pont. Tous les vaisseaux, ici l'amiral Holt, dit-il dans le canal de communication générale qui reliait toute la flotte. Dans 30 secondes, nous sautons. Que les dieux nous protègent. Pour l'humanité. Pour l'humanité. Répondit en chœur des milliers de voix. Docteur Okafor, activez l'aurore. Dans les entrailles de l'indomptable et de chaque vaisseau de la flotte, les réacteurs quantiques passèrent en surcadence. L'espace lui-même commença à se distordre alors que des générateurs colossaux pliaient la réalité selon des équations mathématiques que peu d'êtres vivants pouvaient vraiment comprendre. Corben sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. L'air crépitait d'électricité statique. Par la baie d'observation, il vit l'espace noir parsemé d'étoiles commencer à s'étirer, les points lumineux s'étirant en ligne puis en spirale. Synchronisation finale, annonça Okafor. 3, 2, 1. Le monde explosa en une symphonie de couleurs impossibles. L'hyperespace n'était pas vraiment un lieu. C'était une dimension intermédiaire, un raccourci à travers le tissu de la réalité où les lois physiques conventionnelles cessaient d'avoir un sens. Pendant les quelques microsecondes où la flotte traversa cet espace non euclidien, Corben eut l'impression que son esprit était étiré à travers l'univers entier. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, ce fut terminé. L'écran principal du pont explosa en lumière blanche aveuglante. Bouclier au maximum. Hurla Shen. Température externe, 15 millions de degrés Kelvin. Nous sommes dans la couronne stellaire. Corben cligna des yeux, attendant que sa vision s'ajuste. Lentement,
alors que les filtres automatiques de la baie d'observation s'activaient, il commença à distinguer ceux qui les entouraient. C'était comme se tenir au cœur d'un océan de feu vivant. Des fontaines de plasma s'élevaient autour d'eux, des geysers de matière ionisée aussi larges que des planètes. Des arcs magnétiques dansaient dans un ballet cosmique, reliant des régions actives de la couronne dans des explosions de lumière qui auraient vaporisé un vaisseau ordinaire en une fraction de seconde. Rapport. Aboya Corben. Tous les vaisseaux ont effectué le saut avec succès. Répondit Shen, ne cachant pas son soulagement. Aucune perte. Bouclier de distorsion spatiale fonctionne à 100%. Nous pouvons tenir dans ces conditions pendant environ 6 heures avant que la chaleur ne commence à saturer nos systèmes de refroidissement. 6 heures, murmura Corben. Largement assez. Où est notre cible? L'hologramme tactique se matérialisa, montrant leur position relative dans la couronne stellaire. Et là, à moins de 50 000 km, brillait un point qui n'avait rien de naturel. Bon sang, souffla l'officier des censeurs. Amiral, vous devez voir ça. L'image s'agrandit, et Corben sentit sa gorge se serrer. L'étoile artificielle des Xareni n'était pas simplement une sphère de fusion. C'était une construction d'une complexité hallucinante. Des anneaux immenses, chacun de la taille de l'orbite terrestre, entouraient le cœur de fusion. Des structures titanesques s'élevaient de la surface stellaire comme des cathédrales de métal et d'énergie pure. Des milliers de vaisseaux entraient et sortaient de ports spatiaux construits dans le plasma lui-même. Et au centre, visible à travers des sections semi-transparentes de la structure, battait quelque chose d'organique. Un cœur vivant de la taille d'une lune, pulsant en synchronisation avec les éruptions de l'étoile artificielle. Ils l'ont vraiment fait, murmura le docteur Okafor, sa voix tremblante d'horreur et de fascination mêlée. Ils ont fusionné une intelligence biologique avec une étoile. Ce n'est pas seulement leur base. C'est leur dieu. Leur esprit de ruche incarné. Alors nous allons tuer leur dieu, dit Corben froidement. Toutes les batteries, préparez-vous à tirer. Canon à antimatière, ciblez ces anneaux de soutien. Torpille à fusion quantique, visez cette structure organique au centre. Nous avons une fenêtre de tir avant qu'ils ne réalisent que nous sommes là. Amiral, intervint Shen. Les senseurs détectent des signatures énergétiques à l'intérieur de la structure. Des millions d'entre elles. Il y a des Xareni là-dedans. Des milliards peut-être. Corben ne s'y a pas. Ils n'ont pas hésité quand ils ont exterminé 4 milliards d'humains. Préparez-vous à tirer. Chapitre 5, le cœur de l'enfer. Le silence avant la tempête ne dura que quelques secondes, mais il sembla s'étirer pendant une éternité. Puis, comme un seul être, 398 vaisseaux de guerre humains ouvrirent le feu. L'espace lui-même sembla se déchirer. Des milliers de faisceaux d'antimatière jaillirent des batteries humaines, traçant des lignes de lumière pure à travers la couronne stellaire. Chaque faisceau transportait l'équivalent énergétique d'une supernova en miniature. Quand ils frappèrent les anneaux de soutien de l'étoile artificielle, les explosions qui s'ensuivirent furent visibles depuis les confins du système Xareni. Les torpilles à fusion quantique suivirent, des missiles de la taille de buildings qui contenaient des étoiles comprimées. Elles s'enfoncèrent dans la structure stellaire comme des couteaux dans du beurre, cherchant le cœur organique pulsant en son centre. Pendant un instant glorieux, il sembla que l'humanité allait gagner par surprise totale. Puis l'étoile artificielle s'éveilla. Ce ne fut pas une alarme qui se déclencha. Ce fut la colère d'un dieu. Des milliers de canons surgissaient de la surface stellaire, crachant des plasmas stellaires concentrés. Des essaims de drones biomécaniques émergèrent des ports spatiaux, si nombreux qu'ils obscurcirent la lumière de l'étoile. Et surtout, cette présence. Cette intelligence titanesque qui percevait soudain les intrus dans son domaine sacré. Contact multiple. Hurla l'officier des censeurs. 100 000, non, 200 000 signatures. Ils nous submergent. Toute la flotte, formation défensive Oméga. Ordonna Corben. Bouclier en chevauchement. Les croiseurs lourds au centre, les destroyers en périphérie. Continuez à tirer sur la cible principale. La bataille qui suivit défierait toute description rationnelle. Les vaisseaux humains se rassemblèrent en une formation sphérique compacte, leurs boucliers de distorsion spatiale se chevauchant pour créer une coque défensive multicouche. Les drones Xareni s'écrasèrent contre cette barrière comme des vagues contre un roc, leurs armes à plasma ricochant sur l'espace-temps courbé. Mais ils étaient si nombreux.
Des centaines moururent à chaque seconde, vaporisés par les batteries de défense rapprochées humaines, mais des milliers d'autres prenaient leur place. Le Valiant signale une défaillance de bouclier, cria Shen. L'inébranlable a perdu sa propulsion principale. Je sais. L'interrompit Corben. Ordonnez au Valiant de se replier au centre de la formation. L'inébranlable maintiendra sa position et continuera à tirer. Sur l'écran principal, il pouvait voir l'étoile artificielle absorber leur attaque. Les anneaux de soutien étaient détruits à moitié, traînant dans l'espace comme les os brisés d'un titan. Des sections entières de la structure s'effondraient dans le plasma stellaire. Mais ce n'était pas assez. Amiral. C'était Okafor, sa voix tendue. Le cœur organique. Il se régénère. Chaque fois que nos torpilles l'endommagent, il se répare en quelques secondes. Corben serra les dents. Bien sûr. Les Xareni étaient des maîtres de la biotechnologie. Pourquoi leur dieu cerveau serait-il différent? Option? Demanda-t-il. Nous devons détruire la structure en une seule frappe massive, répondit Okafor. Surcharger tous nos réacteurs quantiques simultanément et libérer toute cette énergie d'un coup. Cela créerait une explosion équivalente à une nova. Et nous tuerait tous, compléta Shen. Oui, admit Okafor doucement. Corben regarda la bataille faire rage autour d'eux. Des vaisseaux humains mouraient, leurs coques éventrées par les assauts Xareni, mais ils mouraient en emportant des milliers d'ennemis avec eux. Ils se battaient avec une férocité désespérée, sachant que c'était leur dernière bataille. Il pensa à la Terre, à 13 milliards d'âmes qui comptaient sur eux. Il pensa à toutes les générations futures qui ne verraient jamais le jour si l'humanité échouait ici. Il pensa à la ligne Tanaka. Non, dit-il soudainement. Il y a une autre option. Docteur, pouvez-vous déclencher une réaction en chaîne dans l'étoile artificielle elle-même? L'affaire s'effondrait de l'intérieur. Il y eut un silence. Puis, théoriquement, si nous pouvions déstabiliser les champs magnétiques qui contiennent le plasma stellaire, oui. Mais nous aurions besoin d'atteindre les générateurs de champs au cœur même de la structure. Et ils sont protégés par des kilomètres de blindage et des millions de drones. Alors nous y envoyons quelqu'un, dit Corben calmement. Shen se tourna vers lui, comprenant immédiatement. Amiral, non. Si, dit Corben fermement. Préparez une navette d'assaut. Équipe de 12. Volontaires uniquement. Je viens, dit Shen immédiatement. Moi aussi, dit le lieutenant Kozlov depuis sa station. Un par un, des officiers se portèrent volontaires. En moins d'une minute, Corben avait son équipe. Docteur Okafor, dit-il. Vous restez ici et coordonnez la flotte. Si nous échouons, vous savez quoi faire. Surcharge des réacteurs, murmura-t-elle. Amiral, que les étoiles vous gardent. Elles le feront, dit Corben avec un sourire qui ne reflétait pas ses yeux. Elles le feront. Chapitre 6, Descente aux enfers. La navette d'assaut Valkyrie était conçue pour une seule chose, pénétrer les défenses ennemies par la force brute. Blindée jusqu'aux dents, armée de canons rotatifs et de missiles à tête chercheuse, elle pouvait théoriquement survivre à un voyage à travers un champ de bataille. Théoriquement. Accrochez-vous. Hurla le pilote alors que le Valkyrie plongeait hors du hangar de l'Indomptable et directement dans le chaos de la bataille. Corben sentit la gravité artificielle lutter contre les accélérations brutales. Autour d'eux, l'espace était un enfer de feu et de mort. Des explosions fleurissaient comme des roses mortelles. Des débris de vaisseaux, humains et Xareni confondus, tournoyaient dans le vide. Trajectoire vers le point d'entrée optimal. Annonça le pilote. Temps estimé, 4 minutes. Si nous survivons jusque-là. Un essaim de drones Xareni les repéra et fondit sur eux. Le copilote ouvrit le feu avec les canons rotatifs, et l'espace devant eux devint un mur de traceurs. Des drones explosèrent par dizaines, mais d'autres prirent leur place. Plus vite, ordonna Corben. La navette plongea vers l'étoile artificielle, son blindage rougissant sous l'assaut combiné des armes ennemies et de la chaleur stellaire. Les boucliers hurlaient une alarme continue. Puis ils percèrent la surface. C'était comme plonger dans un océan de métal vivant. Des corridors titanesques s'étendaient devant eux, des artères organiques aussi larges que des canyons. Des structures biomécaniques pulsaient sur les parois,
pompant de l'énergie vitale à travers le corps de ce dieu mort-vivant. Point d'atterrissage repéré. Le pilote fit virer la navette brutalement. Accrochez-vous. Ils s'écrasèrent plus qu'ils n'atterrirent, labourant le sol métallique organique sur 100 mètres avant de s'immobiliser dans un crissement de métal torturé. Tout le monde dehors. Aboya Corben. Nous avons une mission à terminer. L'équipe de 12 se déploya, leurs armures énergétiques scintillant dans la lumière rougeâtre. Chacun portait un fusil à plasma et assez d'explosifs pour faire sauter un building. « Docteur Okafor, vous me recevez ?» demanda Corben. « Fort et clair, amiral, » répondit sa voix grésillante. « Mes senseurs indiquent que vous êtes à environ 3 km des générateurs de champs primaires. Je vous télécharge la route sur vos HUD. » Une carte holographique apparut dans le casque de Corben, traçant un chemin sinueux à travers les entrailles de l'étoile artificielle. « En avant, » dit-il simplement. Ils coururent. Les corridors étaient un cauchemar labyrinthique de biomécanique. Des veines épaisses comme des troncs d'arbres pulsaient sur les murs, transportant de l'énergie pure. Des organes mécaniques battaient avec un rythme régulier qui ressemblait de manière inquiétante à un cœur humain. Et partout, gravés dans le métal organique, des glyphes Xareni qui racontaient l'histoire de leur espèce. « Contact !» hurla Shen. Des Xareni émergèrent des murs eux-mêmes, se matérialisant comme s'ils faisaient partie de la structure. 3 colosses biomécaniques, chacun mesurant 20 mètres de haut, leur corps hérissé d'armes organiques. « Feu !» ordonna Corben. Les fusils à plasma crépitèrent, déchirant l'air surchauffé. Les Xareni chargèrent à travers les tirs, leurs armures absorbant les coups. Un soldat humain fut broyé d'un revers de main massif, son armure énergétique s'effondrant comme du papier. Explosif. Shen lança une grenade à fusion directement dans la gueule ouverte d'un Xareni. L'explosion décapita le colosse, mais les 2 autres continuaient d'avancer. Corben vida son chargeur entier dans le point faible qu'il avait appris à reconnaître durant la Première Guerre, la jonction entre le torse et le bras gauche, où les circuits bioélectriques étaient les plus concentrés. Le Xareni s'effondra en convulsant. Le dernier fut abattu par les tirs concentrés de toute l'équipe. Avancez. Avancez. Corben ne leur laissa pas le temps de reprendre leur souffle. Chaque seconde comptait. Ils coururent pendant ce qui sembla être des heures mais ne dura que 15 minutes. À chaque intersection, des Xareni les attendaient. À chaque salle, un nouveau combat mortel. L'équipe de 12 devint 10. Puis 8. Puis 6. Finalement, ils émergèrent dans une chambre titanesque. C'était le cœur même de l'étoile artificielle. Des générateurs de la taille de gratte-ciel s'élevaient autour d'eux, leur surface couverte de glyphes luminescents. Des arcs d'énergie pure dansaient entre eux, créant un réseau de force qui contenait le plasma stellaire. Et au centre, suspendu dans un champ de stase, flottait le cerveau. C'était une masse de tissus organiques et de circuits neuronaux de la taille d'une petite lune. Des milliards de neurones biomécaniques pulsaient avec une lumière verdâtre. C'était l'esprit de ruche des Xareni, leur intelligence collective incarnée. Et ils les voyaient. Une présence mentale titanesque s'abattit sur eux comme un marteau. Corben sentit son esprit vaciller sous l'assaut psychique. Des images envahirent sa conscience, des mondes morts, des civilisations exterminées, des galaxies entières purifiées de toute vie inférieure. « Vous êtes des insectes », murmura une voix directement dans son crâne. « Des erreurs cosmiques. Votre existence est une offense à l'ordre naturel. Vous serez effacés. »« Pas, aujourd'hui », grogna Corben, luttant contre la pression psychique. Il leva son fusil, visa l'un des générateurs, et tira. Le faisceau de plasma frappa la base du générateur, et toute la structure trembla. « Tous les générateurs !» hurla-t-il. « Maintenant !» Les 6 survivants ouvrirent le feu simultanément. Les générateurs commencèrent à s'effondrer, leur champ de confinement fluctuant dangereusement. Le cerveau Xareni hurla. Ce n'était pas un son audible, mais une déchirure psychique qui faillit faire éclater leur crâne. Partout dans la structure, des alarmes retentirent. Le plasma stellaire commença à s'infiltrer, cherchant les points faibles dans le confinement défaillant. « Docteur Okafor !» cria Corben dans son communicateur. « Maintenant ! Déclenchez maintenant !»« Confirmé !» répondit sa voix.
Tous les vaisseaux, concentrez vos tirs sur le point suivant. Sur les écrans tactiques de la flotte humaine, un point unique fut marqué sur la surface de l'étoile artificielle. Là où les générateurs étaient en train de s'effondrer. Là où Corben et son équipe venaient de créer la faille dont ils avaient besoin. 150 vaisseaux, tout ce qui restait de la flotte, ouvrirent le feu simultanément. L'effet fut immédiat et cataclysmique. Les champs de confinement s'effondrèrent complètement. Le plasma stellaire, contenu par la technologie Xareni, se déversa soudain à travers la structure comme un raz-de-marée de feu pur. C'était un honneur, amiral, dit Shen calmement à côté de Corben alors que la lumière aveuglante s'approchait. L'honneur était pour moi, répondit Corben. Puis le plasma les engloutit, et il n'y eut plus que lumière. Chapitre 7, Nova. Depuis l'indomptable, le docteur Okafor regardait avec horreur et émerveillement mêlés. L'étoile artificielle Xareni était en train de s'effondrer sur elle-même. Le plasma stellaire, libéré de ses contraintes, dévorait la structure de l'intérieur. Des explosions en chaîne parcouraient les anneaux de soutien. Le cerveau organique brûlait, ses neurones biomécaniques frits par la chaleur inconcevable. Tous les vaisseaux, retraite d'urgence. Ordonna TL. Saut hyperspatial dans 30 secondes. La flotte humaine, brisée et sanglante mais victorieuse, commença à battre en retraite. Derrière eux, l'étoile artificielle atteignait le point critique. L'effondrement se transforma en explosion. Ce ne fut pas une simple détonation. Ce fut une nova artificielle, une libération d'énergie équivalente à celle d'une supernova naturelle. L'onde de choc se propagea à travers le système Xareni à une fraction de la vitesse de la lumière. Les 3000 vaisseaux russes Xareni qui convergeaient vers le système solaire furent touchés simultanément. Leur lien avec l'esprit de ruche fut brisé. Privés de commandement, de coordination, de but, ils dérivèrent dans l'espace comme des coquilles vides. Quelques-uns conservèrent assez d'autonomie pour tenter de fuir. Mais la plupart simplement s'éteignirent. La flotte humaine émergea de l'hyperespace près de la Terre 20 minutes plus tard. Des 150 vaisseaux qui avaient fui l'explosion, seulement 117 avaient survécu au saut. Mais ils avaient gagné. Rapport des avant-postes périphériques, annonça un officier d'une voix tremblante d'incrédulité. La flotte Xareni, elle s'est arrêtée. Les vaisseaux dérivent sans contrôle. Ils sont morts. Un silence stupéfait régna sur le pont pendant un long moment. Puis quelqu'un commença à applaudir. Un autre se joignit. Puis un autre. En quelques secondes, tout le pont retentissait d'acclamations. Okafor s'effondra dans le siège de commandement de l'amiral, les larmes coulant librement sur ses joues. Ils l'ont fait, murmura-t-elle. Ces magnifiques fous l'ont vraiment fait. Épilogue, le lever d'une nouvelle aurore. 3 mois plus tard, un monument fut érigé sur la Lune, à l'endroit exact où l'amiral Tanaka avait lancé sa charge désespérée 150 ans auparavant. C'était un obélisque de métal noir poli, haut de 100 mètres, gravé de milliers de noms. Les noms de tous ceux qui étaient morts dans la Seconde Guerre. Les équipages des vaisseaux perdus. Les défenseurs des avant-postes. Et en lettres d'or au sommet, les 12 noms de l'équipe finale. Corben Holt. Shen Meilin. Sarah Kozlov. Et 9 autres héros dont les noms seraient à jamais gravés dans l'histoire de l'humanité. Le docteur Amara Okafor se tenait devant le monument, regardant la Terre se lever au-dessus de l'horizon lunaire. À côté d'elle, l'amiral Rostov, désormais commandant en chef des forces spatiales humaines, gardait le silence respectueux. Nous avons intercepté des transmissions, dit finalement Rostov. D'autres espèces, dans d'autres systèmes. Les Xareni les terrorisaient depuis des millénaires. Maintenant que l'esprit de ruche est mort, elles commencent à émerger. Elles veulent nous rencontrer. Elles veulent savoir qui sont ces humains qui ont tué un dieu. Okafor sourit doucement. Et que leur dirons-nous? Que nous sommes l'humanité, répondit Rostov. Que nous ne nous soumettons pas. Que nous ne demandons pas de pitié. Et que toute espèce qui viendrait nous exterminer apprendrait, comme les Xareni, que nous préférons mourir debout que vivre à genoux. Il marqua une pause, contemplant l'obélisque. L'amiral Holt m'a dit quelque chose, quelques jours avant l'aurore. Il a dit qu'une espèce qui ne se bat pas pour son droit d'exister ne mérite peut-être pas de survivre. Je pense qu'il n'avait pas tort. Okafor le regarda, surprise. Je pense, continua Rostov,
qu'une espèce prête à tout sacrifier pour affirmer son droit d'exister mérite non seulement de survivre, mais de prospérer, de s'épanouir, de montrer à la galaxie qu'il existe une autre voie que celle de la tyrannie et du génocide. Une voix de courage, murmura Okafor. Une voix de courage, acquiesça Rostov. Ils restèrent là en silence, rendant hommage aux morts. Autour d'eux, des vaisseaux de construction commençaient déjà à reconstruire ce qui avait été perdu. De nouvelles colonies étaient planifiées. De nouveaux vaisseaux étaient mis en chantier. L'humanité regardait vers les étoiles, non plus avec peur, mais avec espoir. Quelque part dans les profondeurs de l'espace, d'autres espèces regardaient ce système solaire avec un mélange de crainte et de respect. Les humains n'étaient plus simplement une autre race intelligente. Ils étaient les tueurs de Dieu. Les défenseurs de l'impossible. Ils étaient l'aurore qui s'était levée dans les ténèbres de la galaxie. Et cette aurore ne s'éteindrait plus jamais. Fin. Il existe une ligne qu'une espèce civilisée ne peut franchir sans perdre son âme. Cette ligne, c'est le moment où nous choisissons de fuir plutôt que de nous battre pour notre droit d'exister. Amiral Yuki Tanaka, dernière transmission avant la charge finale, 2187. Nous sommes l'humanité. Nous ne nous soumettons pas. Nous ne demandons pas de pitié. Et si nous devons mourir, nous mourrons debout, les armes à la main. Amiral Corbin Holt, dernière parole enregistrée, 2337.